notre deuxième invité est un habitué des médias. Notre invité, vous le connaissez peut-être, ou peut-être pas. Invité du 20h Week-end avec nous ce soir, le sociologue Gérald Bronner. Bonjour Gérald Bronner. Bonjour. Gérald Bronner, bonjour. Bonjour. Bonsoir Gérald Bronner. Bonsoir. On va d'ailleurs les laisser le présenter, Gérald Bronner. Gérald Bronner est professeur de sociologie à l'université. Professeur de sociologie à l'Université de Paris, certains de ses travaux ont porté sur les croyances, la crédulité. Vous travaillez depuis des années sur les croyances collectives et les thèses complotistes. Gérald Bronner est surtout l'auteur de ce livre assez fascinant, Apocalypse cognitive. On y reviendra depuis une dizaine d'années. On adore sa manière simple d'expliquer les mécanismes de notre temps. Si vous tapez même le monstre du Loch Ness ou d'autres croyances farfelues de ce genre, vous allez vous apercevoir que les croyants ont réussi à instaurer une forme d'oligopole, c'est-à-dire une domination du marché un peu paradoxale. Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus motivés que les non-croyants. Et depuis quelques jours, il nous explique ce qui provoquera l'apocalypse. Ça se trouve simplement dans la main. Il est grave dans le fait de regarder une vidéo de chat, c'est très amusant. J'aime en regarder des vidéos d'animaux amusants. La question est de ne pas passer tout son temps disponible à faire cela. Bonjour Gérald Bronner. Bonjour. Vous publiez Apocalypse cognitive aux éditions PUF, Presse universitaire française. C'est la classe De France. de France. On peut dire français si vous voulez. Vous êtes un de nos sociologues préférés parce que vous expliquez simplement les choses qui nous tracassent, à savoir quel est le mal qui se cache dans la main, qu'est-ce qu'on a dans nos écrans, qu'est-ce qui nous rend fous. Et j'ai une question très très simple. Est-ce que le temps passé sur nos écrans pendant la pandémie nous a fait plus de mal que le virus lui-même ? Oh, là, c'est une question qui est insoluble. Je ne saurais pas y répondre vraiment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la pandémie, d'abord, elle nous a beaucoup inquiétés. Donc, c'est une demande d'information. C'est une situation qu'on appelle simplement d'incertitude. Et ces situations, elles génèrent des demandes d'information. Il est vrai que l'outil principal, maintenant, pour aller quérir une information, c'est l'outil qu'on a tous, notre téléphone, notre ordinateur. Et en particulier, au cœur de la pandémie, pendant le moment du confinement et du premier confinement, ça s'est documenté, je donne les chiffres dans le livre, mais sans surprise, on a beaucoup plus consulté qu'habituellement les réseaux sociaux, Internet, les supports comme YouTube. Et donc, ce qu'on avait déjà observé auparavant de ce que nous faisaient les écrans, a été tout simplement amplifié dangereusement, mais je crois qu'on a tous été témoins de cela. Vous parlez aussi du temps de cerveau disponible, qui est une expression populaire maintenant. Vous dites que Monsieur Lelay de TF1 à l'époque. Exactement. Vous dites que ce chiffre a été multiplié par 5 depuis 1900 et que ce temps, en fait, on y passe trop de temps sur les écrans. D'abord, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis le 19e siècle, on peut approximer, c'est une approximation, qu'on a 8 fois plus de temps disponible, donc depuis le début du 1800, qu'aujourd'hui, qu'à cette époque. Tout simplement par les progrès de la productivité du travail, du droit du travail, qui nous a permis d'avoir des vacances, de réduire le temps de travail, et puis aussi l'espérance de vie qui progresse. Tout cela crée une forme de disponibilité mentale que j'essaye d'approcher pour donner une idée par des chiffres. On aurait, par exemple, en France, 1,139 milliard d'années de disponibilité mentale. C'est un peu notre trésor. Je considère même que c'est le trésor le plus précieux de l'humanité. Et vous dites que ce trésor de guerre, ça a été bousillé par les écrans. Alors, ce trésor, pour filer la métaphore, a été cambriolé. En partie, et c'est pas fini, par les écrans. Évidemment, les écrans ne sont pas coupables en soi. Les écrans ne sont qu'une porte ouverte vers ce qui se passe sur ce que j'appelle le marché cognitif, c'est-à-dire le marché des idées. Un marché qui est en totale libre concurrence, en totale dérégulation, où tous les points de vue non pas se valent, mais en tout cas s'expriment en prétendant se valoir, ce qui est autre chose. Et par exemple, vous pouvez, si vous avez un compte Facebook, contester le point de vue sur la vaccination d'un professeur de médecine. C'est possible aujourd'hui. Et la terrible nouvelle, c'est qu'on pensait que la vérité pourrait se défendre toute seule. C'est même ce que disait Thomas Jefferson, un des fondateurs de la démocratie américaine. La vérité peut se défendre toute seule. Mais ce qu'on est en train de découvrir, c'est que la vérité ne se défend pas toute seule. Elle part avec un désavantage concurrentiel sur ce marché dérégulé. Si vous parlez de cambriolage, est-ce qu'on doit porter plainte et contre qui ? Non, c'est ça la terrible histoire, justement. Vous ne trouverez pas souvent chez moi des récits très manichéens. Je pense que souvent, la responsabilité est collective, même si c'est vrai qu'il y a des acteurs qui ont plus de responsabilités que d'autres, pour être tout à fait honnête. Je pense que l'histoire que je raconte, c'est un grand alignement, jamais connu dans l'histoire de l'humanité, entre toutes les offres possibles et toutes les demandes imaginables. Et il se trouve que les offres, notamment d'informations, de propositions de description du monde, elles ont tendance, y compris chez les journalistes professionnels, à s'indexer peu à peu sur la nature de la demande. Et cette indexation
elle crée une révélation, en fait un dévoilement de nos obsessions mentales. C'est pour ça que le livre s'appelle Apocalypse cognitive. C'est pas pour annoncer la fin des temps, c'est pas mon genre. Mais en l'occurrence, apocalypse étymologiquement veut dire révélation. D'un autre côté, c'est vrai qu'un certain nombre de grands opérateurs du net, notamment par ce qu'on appelle les dark patterns, en fait, c'est des configurations algorithmiques qui vont exciter les pentes les moins honorables de notre esprit. C'est pas forcément grave. Ça peut être, par exemple, allez, citons Netflix, si vous me le permettez. Vous êtes abonné à Netflix, vous regardez une série. Eh bien, c'est le deuxième épisode qui s'enfile immédiatement après que vous ayez regardé le premier et qui crée une forme d'incomplétude cognitive, une forme d'addiction. Vous pouvez parfaitement y résister. Mais nous savons tous combien il n'est pas toujours facile de résister à ces suggestions. Vous dites quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on lit la presse, et surtout la presse en ligne, Agnès, toi, tu viens de la presse magazine, on sent qu'il y a une paupérisation de l'information parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des journalistes qui sont souvent précaires, dont le métier, c'est d'abattre de la news pour faire du clic. Et souvent, ils vont chercher leurs informations sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui fonctionne sur les réseaux ? C'est le clash et c'est tous les biais cognitifs que vous dénoncez. C'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'en réalité, une grande partie de la manne publicitaire a été absorbée par les réseaux sociaux ou par Google, par exemple. Et c'est un vase, ce sont des vases communicants. Donc ce que les uns ont gagné, les autres les ont perdus. Qui a perdu cela ? C'est tout simplement les journalistes professionnels. Donc ils se sont appauvris. On sait qu'il y a un nombre de licenciements très important, notamment dans la presse américaine. Et moins vous avez de professionnels de l'information, plus vous pouvez statistiquement douter de la qualité de cette information. Non pas que les journalistes en présence ne font pas bien leur travail, mais c'est plus difficile de le faire. Et en effet, il n'y a plus d'enquête et plus d'investigation. Exactement, l'investigation, ça coûte très cher. C'est pas qu'il n'y en a plus, mais il y en a beaucoup moins. L'investigation coûte très cher. On voit un surgissement d'autres types de propositions, comme le fait divers, par exemple, y compris dans les pages du Monde, ce que le Monde n'aurait jamais traité auparavant. Et il y a un alignement, que je décrivais un peu tout à l'heure, en effet, de la proposition d'informations, y compris venant des médias conventionnels, sur la logique numérique. Et cette logique numérique, encore une fois, se met au service de nos obsessions. Mais nous-mêmes, nous sommes tous des agents sur ce marché. C'est-à-dire quand on a un compte Facebook ou, je ne sais pas, Instagram ou que sais-je, on aime bien avoir des likes, des repartages, des retweets. C'est tout à fait humain. C'est normal. Et même, vous savez, on a une décharge dopaminergique quand on a un certain nombre de likes. C'est dire que ça peut créer une forme de boucle addictive. Et d'addiction, oui. Exactement. En fait, c'est plus facile. On a l'impression qu'on est passé de sociétés où on pouvait être gouverné par le caractère coercitif et la contrainte. Et là, nos téléphones, nos applications, en fait, nous manipulent et nous gouvernent par le plaisir. Oui, par le plaisir et par l'auto-observation aussi. Il y a une forme de transparence généralisée. Et puis vous savez qu'une façon d'évaluer son propre bonheur, c'est de se comparer aux autres. Se comparer, mais j'allais dire parfois ça déprime aussi. Mais ça déprime toujours dans ce cas de figure. Ça déprime Ah. toujours puisque une étude... c'est la redescente, en fait. Mais complètement. La comparaison avec les autres... On est sans arrêt en train de se comparer. Absolument. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Simplement, les outils contemporains nous permettent de nous comparer aux versions les plus belles que nos contemporains donnent d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que quand on consulte Facebook, quand on consulte Instagram, ça c'est des enquêtes que je mentionne, ce sont des faits scientifiques, on est plutôt plus déprimé qu'auparavant. Tout simplement parce qu'on exhibe un échantillon de notre vie qui n'est pas représentatif de notre vie. Je ne vais pas photographier mon jambon beurre, par exemple. Peut-être que si je vais dans un restaurant 3 étoiles, je serais plus tenté de photographier mon assiette. Quoique je trouve ça assez absurde de le faire, mais enfin, peu importe. C'est ce que vous appelez les sucreries mentales. Absolument, c'est une forme de sucrerie mentale. On cherche à attirer l'attention en exhibant le bien. Vous dites la peur, c'est comme du sucre pour le cerveau. Alors la peur, c'est un grave problème, parce que par exemple, en 2016, il y a une étude qui a été faite sur les médias américains qui a trusté 40% des informations des médias américains. La peur. Et donc, on peut se dire, mais alors c'est un très mauvais sentiment, et en même temps, non. Si la peur n'avait pas existé, l'humanité aurait tout simplement disparu. En un temps où notre environnement était extrêmement hostile, le fait d'avoir plus peur, d'être un peu paranoïaque, pouvait vous sauver la vie. De sorte que nous sommes un peu les descendants des peureux et des paranoïaques. Vous vous souvenez de ce présentateur de JT qui disait « La France a peur ». Absolument. Est-ce que c'était une manière d'accrocher le téléspectateur ? Mais déjà à l'époque, oui. Sauf qu'à ce moment-là, le marché de l'information était largement régulé. Donc l'offre d'information n'était pas entièrement indexée sur la demande. Et c'est vrai que la peur, c'est un peu comme le fait, par exemple, de stocker, je donne souvent cet exemple, de stocker du sucre sous la forme de graisse. C'était très utile au Pléistocène quand le sucre était rare, par exemple. Mais dans un temps où le sucre est fabriqué de façon industrielle, eh bien, ça fait des sociétés d'obèses un peu partout dans les pays. On voit que ça a un impact sur la santé publique. Pour la peur, c'est la même chose. Dans un univers très, très hostile, c'est bien d'être un peu paranoïaque. Mais dans un univers très sécurisé, mais où, par contre, il y a une dérégulation du marché de l'information, la peur
qui est quelquefois bonne conseillère, mais pas toujours, eh bien, est envahissante dans l'espace public. Ouais. Cette histoire de Donald Trump, ça pose aussi une question, c'est que c'est le président qui a été le plus moqué de l'histoire des États-Unis. Ouais. Il a été victime d'énormément d'attaques, de moqueries de la part de médias, où tout le monde l'a parodié, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et ça pose quand même aussi une question sur l'état de la démocratie actuelle, c'est est-ce que finalement la moquerie, et c'est souvent le cas même en France, on se moque beaucoup des militants d'extrême droite dans plein d'émissions de télévision, est-ce que la moquerie, ça ne mène pas à un durcissement ? Mais certainement, et d'ailleurs vous avez dit, c'est pas tout le monde, c'est sur les plateaux de télévision, vous avez bien mentionné, c'est ça le problème, c'est que des gens comme Donald Trump et ceux que j'appelle les néopopulistes dans le livre, surfent sur cette idée bien connue de la trahison du peuple par les élites. Les élites politiques, les élites médiatiques, les élites éventuellement scientifiques, on l'a vu dans cette crise. Et donc effectivement, ils sont moqués, mais ce ricanement apparaît comme une confirmation des thèses générales du néopopulisme. Et si Donald Trump est balayé par l'histoire, peut-être, moi je ne suis pas Nostradamus, j'en sais rien, ce qui est certain, c'est qu'il aura marqué au fer rouge l'histoire des États-Unis, et notamment il lui aura laissé déposer un certain nombre de thèmes. Et on le voit dans les sondages. Alors aussi bien les thèmes du réseau satanique et pédophile, ça n'a pas pris apparemment dans l'opinion publique américaine pour l'instant, heureusement. Il y en a toujours une proportion relativement faible. Et voilà, ce genre d'extrémité n'apparaît pas vraiment dans les enquêtes d'opinion. En revanche, l'idée d'un deep state, c'est-à-dire d'un État profond, en d'autres termes, l'idée que la démocratie serait un théâtre d'apparence et qu'en réalité, il y aurait des puissants qui se coordonneraient en dessous des apparences pour diriger le pays, ça, c'est quelque chose qui est devenu très important dans les opinions publiques partout, mais en particulier aux États-Unis. Et ça va être un peu ça, l'héritage de Donald Trump, si après ce récit, il y a un programme, parce que c'est ça qui était tout à fait, je trouve, stupéfiant dans l'invasion du Capitole, là, par ces gens qui étaient surtout d'extrême droite, c'était qu'une fois qu'ils sont rentrés dans le Capitole, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont fait des selfies, bon, il y a eu des morts sur place, mais je veux dire, il y a eu des violences, mais grosso modo, c'est une rage sans programme. La question, c'est de savoir si cette rage sans programme va un jour rencontrer des individus qui seront porteurs, eux, de façon peut-être opportuniste, d'un programme. J'aimerais qu'on fasse une expérience tous ensemble, qu'on regarde des images et qu'on voit juste tous ensemble l'image qu'on a retenue. Et vous allez voir, c'est pour ça qu'il faut lire Apocalypse Cognitive. Qu'est-ce que vous avez retenu, Clément ? Moi, j'ai retenu le chat qui danse, évidemment. Pauline ? Moi, la bagarre dans le resto. Ah, moi, je pensais que c'était un tremblement de terre. La robe Nina Ricci. Le serpent, mais je connais toutes les réponses, alors c'est pas de jeu. Moi, c'est le chat. Qu'est-ce que ça dit ? Ce qu'on retient comme image. Est-ce qu'il y avait une bonne et une mauvaise réponse ? Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je crois qu'elles étaient pratiquement toutes susceptibles d'ailleurs d'attirer notre attention en réalité. Ce que ça dit, c'est que nous vivons dans ce qu'on appelle un effet cocktail party mondial. Ce que c'est l'effet cocktail party, vous savez, c'est quand vous êtes dans une fête, dans une soirée, vous parlez avec quelqu'un qui est face à vous et vous avez l'impression d'entendre que la conversation, mais en réalité, vous entendez tout ce qui se passe. Et si certaines informations arrivent, tout à coup, ça va attirer consciemment votre attention. Par exemple, s'il y a une esclandre, si votre prénom est prononcé ou si vous entendez le mot si vous entendez le mot sexe, eh bien ça c'est des éléments qui sont saillants. Vous en parlez beaucoup dans votre livre d'ailleurs de la sexualité. Ah ben, je suis obligé d'en parler, non pas que ça m'obsède, mais je suis un mammifère, ça m'obsède comme tout le monde, mais en l'occurrence parce que c'est un élément saillant, et puis parce que ce sont les vidéos qui sont tout simplement le plus regardées dans le monde, quels que soient les pays. 136 milliards. Alors ça, en fait, moi j'ai recueilli les données sur un seul site, certes qui est leader mondial, et je crois que c'est 329 millions d'années, non 329 000 années qui sont visionnées, mais il faut ajouter tous les autres, c'est considérable, sont des éléments saillants. Et comme la caractéristique de notre monde contemporain, c'est une cacophonie informationnelle, je trouve que l'image de la cocktail party, elle est plutôt assez bonne. Il y a certaines informations, comme par exemple, en effet, la peur, la violence, la conflictualité, qui vont plus retenir notre attention. Il y a aussi certains discours qui passent plus, qui est souvent, plein de gens disent, voilà, on est dans une époque où on ne peut plus rien dire si on n'est pas une victime. Lundi, sur LCI, le philosophe Alain Finkielkraut a fait polémique en tenant des propos sur le consentement, en évoquant l'affaire Olivier Duhamel. Je ne vais pas revenir dessus, on ne va pas vous remontrer les images, moi je les trouve extrêmement violentes, mais j'aimerais qu'on écoute ce qu'il a dit sur le statut de victime. Dans notre société victimaire, une victime qui déroge à sa fonction christique est mal vue. On considère même que c'est une trahison.
Depuis, il a été écarté de LCI, il a déclaré aux Parisiens « Nous vivons dans un monde de délire collectif et j'en suis la victime ». Oui, mais ça le problème, c'est que c'est presque une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'en effet, là où on peut lui donner raison, c'est que le statut de victime est devenu paradoxalement enviable dans notre contemporanéité. Il y a un assez beau livre de Guillaume Erner sur ce point qui s'appelle la société des victimes et qui montre qu'en fait la thématique est assez forte, ce qui est compréhensible dans un monde où il y a une intimidation morale et une indignation morale très fréquente. En réalité, le statut de victime vous permet au moins provisoirement d'échapper à la suspicion d'immoralité. Je pense que c'est une des explications. Puis vous savez, puisqu'on a parlé de Popper, pourquoi ne pas parler de Bertrand Russell? On est fou, c'est dimanche. C'est un grand logicien, très amusant d'ailleurs, très drôle, bien plus drôle que moi si je peux me permettre, très, très drôle, et qui parlait du sophisme de la vertu supérieure du faible sur le fort. Voilà, il y a des biais cognitifs que vous avez mentionnés, puis il y a aussi des biais un peu moraux, c'est-à-dire des évidences morales qui peuvent se contester et qui font qu'en général, dans un conflit, on va plutôt moralement donner raison à ce qui nous apparaît comme un faible sur le fort, alors que c'est pas toujours le faible. Donc c'est une erreur en fait de l'évincer. D'évincer Finkielkraut, moi je trouve que c'est un peu violent. En revanche, je suis en grand désaccord avec ce qu'il a dit. Mais quand on écoute l'intégralité de ce qu'il a produit, il essaye en fait de discuter ce qui est indiscutable. C'est ça le problème. Je pense que en philosophie morale, il faut qu'il y ait des lignes infranchissables. Et de discuter à la marge sur ce que c'est qu'un enfant ou un adolescent, ce que c'est à 13 ans, 14 ans, c'est un peu le paradoxe ce qu'on appelle le paradoxe du Saurite. Le paradoxe du Saurite, c'est à partir de quand vous avez un tas de sable. Et si vous rajoutez un grain, est-ce que c'est un tas ou est-ce que c'est pas un tas? Je pense qu'il y a des limites qu'il ne faut pas discuter. Et en particulier, quand il y a des interdits moraux, il n'y a pas de relations sexuelles qui sont consenties avec des mineurs. Point. Et on ne peut pas discuter à l'infini de ces questions-là, à mon avis. J'aimerais qu'on parle du rapport entre les écrans et les plus jeunes. On a reçu sur ce plateau l'inventeur de Siri. Vous savez, Siri, c'est l'assistant vocal célèbre. Et en fait, lui-même nous explique pourquoi il ne met pas ses enfants devant les écrans. Est-ce que vos enfants ont accès aux réseaux sociaux, ont accès aux écrans, ont accès à tout ça? Non, vous qui êtes dans la Silicon Valley? Non et non. Pas d'écran, pas de télé, pas de Twitter, pas de Facebook. Par contre, ils ont plein de bouquins et ils touchent. La sensation tactile est importante. Si par exemple, moi je le dis, on va me prendre pour un réac, vous qui êtes le papa de Siri, qui a travaillé avec Steve Jobs, qui est au contact de tous les gens qui imaginent le futur, vous dites éloignez vos enfants. Oui, c'est une décision qu'on a prise, évidemment, nous, mais en fait, on n'est pas les seuls dans la Silicon Valley. Quand vous regardez beaucoup des grands patrons de la Silicon Valley ou des gens qui font la technologie, il y en a beaucoup, effectivement. Il y a des écoles spécialisées, en fait, dans lesquelles il n'y a pas d'ordinateur. Sans parler de sa chemise, Agnès. Pourtant, il y aurait à dire. Voilà. Oui, c'est-à-dire que, en même temps, il faut évidemment modérer l'utilisation des écrans, en particulier parce que vous savez que le temps d'écran, il est en train de rogner le temps de sommeil, et en particulier chez les petits. Ça, c'est dramatique parce que pour le coup, le cerveau a besoin, surtout chez les tout petits, de temps de sommeil. Là, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des dormeurs sentinelles, c'est-à-dire des jeunes qui laissent leur téléphone. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais qui ne l'éteignent pas et donc qui sont. Je suis méga sentinelle. Hein. Vous êtes super sentinelle. Ouais. C'est pas très bon pour votre sommeil, en fait. Ah non, mais je dors pas en ce moment en plus, c'est vrai. Ah si vous dormez pas, c'est bon. Alors on est bon. Je suis sentinelle. Mais en tout cas, je crois qu'il ne faut pas avoir un discours très excessif. Encore une fois, il ne faut pas diaboliser les écrans. C'est juste un outil technologique. Les jeunes, nous-mêmes, nous avons besoin des écrans. Enfin, ne jouons pas les hypocrites, ne jouons pas les tartuffes. Nous avons besoin des écrans aujourd'hui dans la société où nous vivons. On peut en avoir un usage beaucoup plus vertueux. Parce que si l'écran suscite en nous des boucles addictives, elles peuvent le faire aussi pour le meilleur. Peut-être qu'on peut avancer sur des contenus pédagogiques qui joueraient de nos addictions, par exemple de l'incomplétude cognitive, la volonté de répondre à la question les 5 meilleurs films, vous ne devinerez jamais le 3e, vous voyez, ce genre de choses qui attrapent notre attention. Il y a peut-être moyen de détourner cet appétit que nous avons et certaines obsessions mentales que nous avons pour conduire les jeunes, mais pourquoi pas de temps en temps même à sortir par le biais des écrans du monde numérique, à aller chercher un livre, mais sur la base d'un jeu, par exemple.